Très cher, bienvenue à Géopolitique Internationale. C'est une- Ce qui s'est avant d'aller plus loin, parlons du Soudan où un génocide aussi se commet, où les populations subissent n'importe quel outrage et contre quel harcèlement physique et des viols même surtout de la part des RSF, de la Rapid Support Force. Bon, il y a même des négociations qui doivent démarrer, présidées par les Américains, mais le gouvernement soudanais refuse d'y participer. Disons déjà qu'il y a eu des négociations qui avaient eu en Arabie Saoudite qui n'ont rien donné. Et aussi qu'il ne peut pas être dans une salle où vont régler le problème soudanais avec les Émirats Arabes Unis qui sont les principaux bailleurs du RSF et qui feront partie de l'audience, même à titre d'observateur. Je trouve qu'ils ont raison. Cela dit, ce qui s'est passé au Moyen-Orient, nous sommes tous au courant, c'est que Israël, suivant son arrogance, puisqu'elle obtient tout le temps naturellement une carte blanche de la part des Occidentaux, surtout des Américains, l'Israël a fait assassiner Ismaël Haniyeh, qui était l'invité du gouvernement iranien qui s'était rendu à Téhéran pour assister à l'investiture du nouveau président Béjéski. Les Iraniens ont dit qu'ils vont agir. Les ambassadeurs de Belgique, de Benelux, je crois, Belgique, Néerlande, Luxembourg, leur ministre des Affaires étrangères, autant pour moi, ont appelé chacun le ministre des Affaires étrangères iranien pour demander à ce que l'Iran fasse preuve de retenue et de modération. Le ministre des Affaires étrangères iranien a bien entendu rejeté leurs préoccupations, disant que ces gens-ci ne se préoccupent que d'appeler l'Iran pour lui demander de faire preuve de retenue et qu'à chaque fois que Israël commet des crimes, il ne condamne jamais Israël, au contraire. Et tout silence donc est complice, puisqu'ils ne condamnent pas Israël, ça veut dire qu'ils sont complices des crimes et des meurtres et des assassinats et du génocide que commet Israël au niveau de la bande de Gaza et des territoires palestiniens occupés en général. L'Iran va réagir. Il y a Shoigu qui est en quelque sorte chargé du Conseil de sécurité russe. Sergei Shoigu, l'ex-ministre des Affaires étrangères russe, était parti en visite en Iran et je crois avant même qu'il ne se rende là-bas, il y avait 2 avions cargo, d'énormes avions cargo russes, un Ilus 96 et un Ilus 76, avaient atterri là-bas. Beaucoup disent que c'était pour faire débarquer un appareil d'électronique warfare qui a une portée de 5000 km. Electronic warfare, ça veut dire brouillage électronique. Ça peut brouiller le signal de tous les missiles. Parce que ces missiles-là subissent un signal GPS et brouiller le signal GPS de tous ces missiles-là, ce qui fait que ces missiles n'atteignent pas leur cible. Sont déviés de leur cible. Ou bien tombent avant même d'atteindre leur cible. Certains aussi ont dit que non, en plus de cela, il y a le SAM, Surface to Air Missile. S-400, le système de défense antiaérienne S-400, qui est le système de défense antiaérienne le plus sophistiqué au monde, que les Russes aussi voudraient installer là-bas et que certainement c'est la raison pour laquelle les Iraniens n'ont pas encore procédé à la riposte. Ils attendent l'installation de ces systèmes-là. Et ces systèmes d'ailleurs, les S-400, beaucoup pensent que ceux qui vont les gérer, ce sont les Russes, puisque d'autant plus que les Iraniens n'ont pas encore subi la formation pour pouvoir gérer ça. Cela dit, l'Allemagne, la France comme l'Angleterre ont fait un communiqué, leur chef d'État, chef de gouvernement, chef d'État, demandant aux proxys et aux Iraniens d'éviter de faire sombrer la zone dans une guerre qui ferait naître la catastrophe ou l'apocalypse là-bas. Mais ces pays, à chaque fois qu'Israël commet des crimes, ils ne condamnent pas Israël, ils sont de tout cœur avec Israël. Et maintenant, quand quelqu'un victime de ces crimes israéliens veut réagir, il demande non, de faire preuve de modération et de retenue. C'est l'hypocrisie occidentale. Leurs 2 poids 2 mesures, leur double standard, comme ils disent en anglais. Les Occidentaux ne sont plus une référence pour nous. On sait comment, depuis la traite négrière, ils ont géré cette planète.
Ils l'ont géré comme ils ont. C'est leurs intérêts seulement dont ils tiennent en compte. Les intérêts des autres ne sont pas des intérêts. On s'en fiche de l'Occident maintenant et de ce que pense l'Occident. Ça, il faut que ce soit clair. On ne peut pas continuer à tenir compte des desiderata des Occidentaux si on veut changer ce monde-là. Et ce monde va changer, qu'ils le veuillent ou pas. Les Israéliens même savent que, leur armée israélienne même savent que cette guerre-là ne peut plus continuer parce qu'ils demandent depuis longtemps un cessez-le-feu. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de post-Gaza, qu'est-ce qu'il y a, hein? Il n'y a pas de day after, je ne sais plus comment ils disent dans le jargon de day after. Après Gaza, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils disent qu'il n'y a pas une gestion politique de la crise. Donc, sans gestion politique de la crise, l'objectif militaire n'existe pas, ne peut pas être atteint. Ils reconnaissent même avoir perdu 10 000 soldats, enfin, avoir entre 10 000 soldats, entre blessés et morts. Même si les gens contestent les chiffres, mais 10 000 soldats comme entre blessés, bon, c'est gravissime déjà. L'armée israélienne reconnaît ça. Ils font chaque jour qu'ils suivent commettre des crimes. Et les États-Unis viennent tout le temps à leur rescousse en leur donnant. Avant-hier, lorsqu'ils ont attaqué une école, ils ont bombardé une école en procédant à un massacre de plus de 100 personnes, qui était réduite en charpie. Les États-Unis leur ont promis 3,5 milliards de dollars. Puis aujourd'hui, on entend que les États-Unis ont signé pour 20 milliards de dollars, qu'ils leur donnaient pour acheter des armes. Vous vous rendez compte? Les États-Unis sont en train d'armer un pouvoir génocidaire qui utilise ses armes pour commettre des génocides. Cela dit, en tout cas, les Palestiniens, les Gazaouis sont en train de résister. Le Hezbollah va résister. Le Hezbollah a balancé des cartouches que l'Iron Dome israélien n'a même pas pu intercepter. Et même un ancien militaire américain a dit que les Russes sont en train de réagir, de répondre de façon symétrique aux provocations que les Américains leur ont faites par le biais de l'Ukraine. Ils sont en train d'équiper l'Iran et les soldats américains, les 970 soldats américains qui sont en Syrie, avec ces traîtres de Kurdes là qui géraient le pétrole là, qui pompaient ça pour vendre ça aux Israéliens, qu'ils ont été chassés de les champs pétrolifères qu'ils géraient et qu'ils sont même presque encerclés par les résistants qui sont en Syrie. Et l'armée syrienne avec la duplicité, la complicité bien entendu des Russes qui sont là-bas. Donc écoute bien, Israël vit son agonie, vit ces dernières années sur cette planète. Israël va disparaître, ce sera peut-être un seul État qui sera là-bas, où il y aura des Juifs, des Arabes, des Juifs, des musulmans, des chrétiens, peu importe. Parce que c'est ça, c'est un monde cosmopolite qui sera là-bas à cette place d'Israël, qui n'est qu'un État raciste, génocidaire et barbare. Ça ne peut pas continuer, cet Israël ne peut pas continuer. Cela dit, passons maintenant à l'Ukraine. Zelensky, non content de ne pas pouvoir, d'être incapable de porter, d'offrir de la résistance aux Russes qui avancent sur tout le long de Donbass, sur pratiquement 1000 km de front. Les Russes avancent tous les jours. Et les Ukrainiens se plaignent dire qu'ils n'ont pas assez de soldats pour stopper les Russes. Mais maintenant, non content de cela, du fait qu'ils n'ont pas assez de soldats, ils se lancent dans une offensive en Russie, dans Kursk. Kursk, si vous vous rappelez bien, c'est lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là-bas qu'il y a eu la plus grande bataille de chars de l'histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là-bas que les chars russes ont battu l'armée allemande à plate couture. Une bataille de chars épique. Et ils entrent à Kursk. Leur objectif, comme l'a dit Abdi Alaoudinov, le général Abdi Alaoudinov, qui est le chef un général tchétchène, russe tchétchène là, qui dirige les brigades Agmat, les forces Agmat tchétchènes. Il disait qu'en fait, lui-même disait que les Ukrainiens, leur objectif c'était le 11 août déjà d'atteindre la centrale nucléaire de Kurchatov. Kurchatov, c'est, en fait ce nom-là, c'est le nom d'un grand scientifique soviétique qui était le père de la bombe nucléaire soviétique. D'ailleurs, Sakharov a travaillé avec lui. Il dirigeait une équipe de scientifiques, de physiciens pour créer la bombe nucléaire russe.
C'est en hommage à lui qu'on lui a donné le nom de la centrale là, de la ville là, où il y a la centrale Kourtchatov. Bon, bref. Ils disent que alors, 19, alors 19 dit que les Tchétchènes devaient atteindre Kourtchatov le 11 août. Aujourd'hui, on est le 14 août. Ça veut dire que leur objectif n'a pas été atteint. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été arrêtés par les forces russes. Ils ont perdu énormément d'équipement dedans parce que les Russes savaient qu'ils allaient venir, qu'ils allaient attaquer. Les Russes avaient déjà appelé Lloyd Austin, le ministre de la Défense, là, Belousov. Il avait appelé Lloyd Austin, qui est le ministre de la Défense américain, pour lui dire qu'il y a des informations que nous avons. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous êtes au courant? C'était de cela qu'il s'agissait. Ces Russes avaient déjà déployé des Marines qui étaient dans la zone de Kherson pour les déployer en réserve en attendant que les Ukrainiens attaquent. Ils voulaient que les Ukrainiens procèdent attaquent. Pourquoi ils voulaient dire que les Ukrainiens attaquent? Parce que quand on attaque, on est exposé. Les Ukrainiens, dans la guerre qu'il y a actuellement dans le Donbass, ils cachent, ils camouflent leurs appareils, leurs obus, comme leurs chars de combat, comme les trucs. C'est rare qu'ils soient exposés. Ils sont camouflés. Mais maintenant, quand vous attaquez, vous ne pouvez pas vous camoufler en attaquant. On ne peut pas se cacher en attaquant. Quand on cache, on est libre, on est ouvert, on est exposé. Maintenant, une fois qu'ils sont exposés, ils sont libres. Parce que dans les statistiques disent que quelqu'un qui attaque, qui passe à l'offensive, contre quelqu'un qui défend, les pertes sont de l'ordre de 2 contre 1. Celui qui attaque perd 2 fois plus d'hommes que celui qui défend. Mais les Russes en ont profité pour détruire énormément d'appareils militaires de ces Ukrainiens. Que ce soit 37. Il y a 37 chars de combat qui ont déjà été détruits. 33 armored vehicles, des voitures blindées, de transport de troupes. Il y a aussi armored vehicle fighters, c'est-à-dire des véhicules d'infanterie, des blindés d'infanterie, donc d'attaque. Sans compter maintenant le nombre incalculable d'obusiers, d'obusiers et autres qu'ils ont détruits. Et au jour d'aujourd'hui, ce matin, à midi déjà, les Ukrainiens, avant midi bien entendu, les Ukrainiens avaient déjà perdu, d'après les Russes, 2600 soldats entre morts et blessés. Sur 5 brigades qu'ils avaient mobilisées pour cela. Une brigade, c'est au minimum 2500, d'autres disent que c'est 4000 hommes. Mais même si on met 2500, Abti il a dit qu'il y a 11 000, je ne sais plus, 700 ou 11 900 soldats ukrainiens qui ont pénétré à Kursk. Et ils vont rester là-bas. Ils seront tués là-bas. Les Russes sont en train de les manœuvrer, ne les attaquent pas de façon frontale. Ils se mettent là-bas, il y a des zones, il y a énormément de forêts là-bas. Les Russes se mettent dans des forêts, le temps des embuscades. C'est comme ça qu'ils ont perdu beaucoup de hommes, ces Ukrainiens. Mais des gens qui ne sont même pas capables de tenir un front au niveau de Donbass, au niveau de Kupiansk, au niveau de Toretsk, au niveau de New York, Novorossiysk, au niveau de Tchassovia, au niveau de Konstantinovka village, Konstantinovka ville aussi, au niveau de Lysychansk, qui ne savent pas défendre ces zones, comment peuvent-ils attaquer? Quelqu'un qui ne peut pas défendre, comment peut-il attaquer déjà? C'est la folie, c'est la stupidité dans laquelle s'est plongé Zelensky, comme si c'est lui qui donne des ordres et tout le monde obéit. Et ils font de là, bien sûr, dans toute guerre, il y a des guerres d'information, la guerre d'information. Ils disent que oui, ils occupent, ok, ils vont occuper. S'ils vont d'ici une semaine, on verra ce qui se passe. Ils donneront l'occasion à ces Russes-là de les balayer, de se débarrasser de leurs 11 000 hommes. Et de tout le matériel. Ils ont déjà détruit aussi des systèmes arabes, des systèmes arabes, et des systèmes qui ne sont même pas des arabes, c'est des, je ne sais plus, Nassem, etc. Bon, bref. Voilà la stupidité à laquelle se livre Zelensky. Même des journaux ukrainiens, comme Kiev Indépendante a dit qu'ils ne comprennent pas cette stupidité. Cela, tu ne peux pas manquer d'hommes au niveau de la ligne de front et prélever des hommes là-bas, au niveau de la ligne de front, que ce soit dans la zone de Pakrovsk, dans la zone de Tchassovia, dans la zone de Toretsk, dans la zone de Sergeyevka et Kupiansk. Prélever des hommes là-bas pour les envoyer, pour monter une attaque alors que tu ne peux même pas défendre. C'est insensé. Et ensuite, même si les Ukrainiens avaient pu aller jusqu'à ça, ils s'arrêteraient à un moment parce que la logistique ne suivrait pas. La Russie, c'est un pays où il y a 11 fuseaux horaires. De l'est de l'Europe jusqu'en Angleterre, il y a 4 fuseaux horaires.
Vous vous rendez compte, c'est même pas comparable. Comment peuvent-ils? C'est-à-dire c'est une folie, c'est une stupidité. Tous les analystes sérieux disent que ça c'est une stupidité, c'est donner une occasion, rêver aux Russes là de détruire son armée. Parce que ces gens-là, ils étaient des réservistes, il y en a même qui étaient destinés à protéger Kiev. Et maintenant, ils ont été mobilisés dans une opération idiote qui n'a aucun sens, stupide. Voilà ce à quoi se livrent les Ukrainiens. C'est de la folie pire. Même quand le général Christophe Cavalli, qui est le chef des armées américaines en Europe, il a dit qu'après cette opération, on retrouvera une armée russe beaucoup plus forte avec un dirigeant qui n'acceptera plus d'écouter l'Occident. Autrement dit, il parle de Poutine. Et puis, parmi ceux qui ont attaqué là, il y a des Français, il y a 2 compagnies de Français. Il y a aussi beaucoup de Polonais. Il y a aussi des Américains qui sont au niveau du commandement, là-bas dans Soumy. C'est l'OTAN. Donc, même il y a Scott Ritter qui dit que c'est une guerre de l'OTAN. C'est une offensive de l'OTAN. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Poutine ne voudra plus négocier. Il a dit que même dans une rencontre avec lui, il a dit que, écoutez, comment négocier avec des gens qui se réveillent pour faire ça? Comment négocier avec des gens qui bombardent des centrales nucléaires? Autrement dit, maintenant, comme ils ne vont plus accepter de négocier, ils vont renverser le pouvoir qui est à Kiev. Hein. Ce sera ça leur objectif maintenant. Medvedev l'a dit, d'autres l'ont dit. Ils vont renverser le pouvoir de Kiev. Ils vont occuper toute l'Ukraine. Maintenant, même moi-même, je pense que l'Ukraine même n'existera plus en tant qu'État indépendant. Est-ce que l'Ukraine ne sera pas réabsorbée par la Fédération de Russie? C'est possible. Donc, très chers amis, nous savons que le monde actuellement est en train de changer à une vitesse phénoménale. Grâce à la solidité de gars, des gens qui sont en Russie, de certains Russes, je ne cache pas, mais moi je ne me cache pas, de Poutine, des gens comme Poutine et de Xi Jinping, mais surtout de Poutine, ce monde est en train de changer radicalement. Et l'Occident qui était la pouvoir colonisatrice, qui nous imposait ses désiderata et ses injustices à n'en pas finir, ces Rubio-là, rule-based international order, cet Occident-là va bientôt se casser les dents et mordre la poussière. Pas seulement mordre la poussière, mais se retrouver en dessous de la poussière. Il est temps que les gens qui hésitent, les Africains là, qui se disent panafricanistes, on est panafricaniste lorsqu'on sait dire non à la colonisation. Mais quand on ne peut pas dire non aux Français, non aux Américains, non au CFA, on n'est pas panafricaniste. Quand on va applaudir des Paul Kagame, on n'est pas panafricaniste. Toute l'Afrique devait boycotter Paul Kagame. Mais comme on est entre ceux qui partent applaudir Paul Kagame, qui est un dictateur, et ensuite qui attaque la RDC depuis plus de 10 ans, qui a fait plusieurs millions de morts là-bas, et qui vole leurs minéraux et qui les pille, tu n'es pas un panafricaniste. Peut-être que tu es un Paul Kagame comme lui. Au revoir.